monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci beaucoup d'être là. Merci pour tout l'appui. Merci à tous ceux et celles qui se sont déjà abonnés sur notre chaîne YouTube. Si vous ne l'avez pas encore fait, allez vous abonner. Aidez-nous à grandir cette communauté-là. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur tous les réseaux sociaux ainsi que sur toutes les plateformes audio si vous aimez comme moi les balados en version audio. Salim, comment ça va? Ben écoute, ça va bien, ça va bien. Et le printemps qui s'installe petit à petit. Il fait encore un petit peu froid, mais il paraît que la semaine prochaine, il va faire super chaud. Ça, c'était mon passage météo pour notre ami Gabriel qui nous écoute, un de nos auditeurs. Alors voilà. Mais écoute, George, aujourd'hui, on reçoit un invité, un autre, et on est content après 2 fois qu'on a annoncé que nous avions bouclé la boucle des candidats à la chefferie du Parti libéral du Québec. Nous recevons Mario Roy, candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec. Bonjour Mario. Bonjour, merci pour l'invitation. Un plaisir de t'avoir. Et comme Salim a dit, à 2 reprises, on pensait qu'on avait fini. Puis tout à coup, il y a d'autres candidats qui sont rentrés dans la course. Et c'est une bonne chose. Ça démontre que le parti semble avoir retrouvé un peu de santé. On a passé des périodes en 2018 puis en 2022, Salim, qui nous ont amené pas mal de points d'interrogation. Si le parti allait pouvoir se renouveler, trouver un bon chef, évidemment, c'est un grand parti, il n'y avait pas de doute. Mais 2 mandats en opposition pour le Parti libéral du Québec, c'est quelque chose déjà qu'on n'avait pas vu d'assez longtemps. Non, effectivement, mais en même temps, c'est la démocratie, puis souvent, c'est des cycles de 8 à 10 ans. Donc voilà. Alors, Mario, je fais une petite intro parce que je t'ai croisé, je ne veux pas dire que je t'ai connu, mais je t'ai croisé il y a bien plus longtemps que ça. Donc, c'était à tes débuts d'implication en politique à la commission jeunesse. C'était probablement moi au moment où je commençais à en sortir que toi, tu commençais à entrer. Mais j'ai croisé 2 de tes frères que je salue d'ailleurs, René et Yves. Et écoute, moi, j'aime vraiment beaucoup ça, le fait qu'il y ait un jeune de 31 ans qui ait le courage, le guts, comme on dit, de se lancer à la course à la chefferie d'un parti majeur qui aspire à gouverner et donc qui aspire fondamentalement à devenir premier ministre. Oui. Alors, Mario, ma première question pour toi, pourquoi chef du Parti libéral du Québec et potentiellement premier ministre du Québec? Oui. Alors, tout d'abord, moi, je suis, comme vous avez dit, là, comme je l'ai dit, là, je me suis toujours impliqué dans la communauté, puis j'ai commencé à la commission jeunesse du Parti libéral du Québec. J'avais presque l'âge de 16 ans quand j'ai commencé à m'impliquer. Puis c'était pour améliorer les choses. C'était tout simplement ça. Moi, je viens du milieu agricole. J'ai été élevé sur une ferme familiale en Beauce, à Saint-Jules-en-Beauce. Saint-Jules-de-Beauce. Puis, c'est une ferme laitière, porcine, puis acéricole. Puis, si on recule un peu plus aussi, mon père a été impliqué beaucoup au niveau syndical de l'UPA, mes frères aussi. Fait que c'est dans l'ADN de la famille aussi. Puis, dans les dernières années, après m'être impliqué au niveau syndical de la commission jeunesse, là, dans les dernières années, je me suis impliqué beaucoup au niveau syndical. Tant au niveau de la Fédération nationale des enseignantes puis des enseignants du Québec que au niveau de l'UPA. Puis là, je suis devenu, dans les derniers mois, vice-président des producteurs de sirop de la Beauce. Alors, on a eu à côtoyer différents axes là, du gouvernemental pour faire des demandes. Faire des demandes pour améliorer la société, faire des demandes pour améliorer le milieu agricole, le milieu de l'éducation. Puis, rien bougeait. Puis une chose qui s'est rajoutée par-dessus ça, en Beauce, je me suis impliqué beaucoup pour essayer de changer le cours des choses d'un abattoir, l'abattoir de Vallée-Jonction, qui a été, moi que j'ai toujours vu là, dans la Beauce, là, qui embauchait plus de 1000 personnes. Là, à peu près 2 ans, Olimel a annoncé qu'il la fermait. C'est une tragédie. Alors, je me suis impliqué beaucoup pour essayer de faire changer le cours des choses.
essayer de demander une rencontre avec le ministre de l'Agriculture, que d'ailleurs, je n'ai jamais eu avec. À ce moment-là, c'est sûr que je ne savais pas qu'il fallait payer 100$ pour avoir une rencontre avec, là, mais... le ministre de l'Agriculture du gouvernement actuel, donc ça, c'est M. Lamontagne, André Lamontagne. M. Lamontagne, oui. Puis, j'ai jamais eu de rencontre. Puis, tu sais, c'est une accumulation de choses qui me fait dire c'est le temps qu'il y ait du renouveau au niveau politique. Puis le Parti libéral du Québec est pour ma part là, le seul parti qui incarne les valeurs fondamentales que moi j'ai, qui est le développement économique pour la justice sociale. Puis ça, là, c'est dans mes veines. Puis on sait, là, c'est le seul parti, puis profondément fédéraliste. Alors, c'est pour toutes ces raisons-là que je me suis dit, il faut que je me lance dans la course pour améliorer le Québec, puis améliorer le cours des choses. Il y a énormément de changements, d'améliorations qu'il faut qu'ils soient faits. Mais pour ça, ça prend un renouveau. Au Parti libéral du Québec, ça prend un renouveau pour que les gens reviennent au Parti libéral du Québec. On le sait aujourd'hui, là, dans les régions, le parti est beaucoup en perte de vitesse. Puis, il faut aller chercher les régions. Fait que ça prend quelqu'un qui comprend les régions, qui est capable de les défendre. Puis moi, j'ai une entreprise agricole, je suis agriculteur, il n'y a rien de mieux pour faire paraître à la société puis montrer à la société quelqu'un qui vient de la région. Là, puis moi, je compte sincèrement les défendre. Fait que c'est un peu pour toutes ces raisons-là que je me suis dit, c'est le bon moment, puis le Parti libéral du Québec a besoin de moi aujourd'hui. Je veux te poser une question, puis j'espère que ça va pas paraître méchant, là, mais je regarde Salim. Fais pas ça! Non, ça sera pas méchant. On n'a jamais été méchant. J'ai toujours peur que la perception, tu sais, tu veux dire que ce soit mal interprété? Exact. OK, d'accord. Et je te pose la question parce qu'évidemment, on parle à beaucoup de membres au parti, et il y a un jeune de 31 ans, puis moi, je suis d'accord avec Salim. Je suis tout à fait sur la même page que lui. On est tellement content de voir qu'il y a un jeune qui s'intéresse et qui veut faire peut-être les choses un peu différemment. Mais là, tu rentres dans la course, puis on va oublier Carl Blackburn qui était là, puis là, il est parti à cause de sa santé, puis là, il est revenu. Tu étais comme le dernier à rentrer dans cette course-là. Et je veux te poser la question suivante. Est-ce que tu te sens un peu... Est-ce que tu te sens un peu intimidé quand tu vois devant toi un Pablo Rodriguez, là aujourd'hui un Carl Blackburn, je mettrais même Charles Milliard là-dedans, des personnes qui sont soit des politiciens ou des communicateurs quand même aguerris, qui ont un vécu, une expérience en politique. Professionnels. Des professionnels. Exactement, des professionnels. De la politique, je veux dire. Exactement. Puis là arrive un jeune de 31 ans qui... il a sa vision, puis on va en discuter évidemment ici, mais je veux juste rentrer un peu dans ta tête. Tu rentres dans cette course-là, puis tu as devant toi ces personnes-là, un qui a fait de la politique toute sa vie, l'autre qui a été en charge d'un parti à l'époque où il y avait un moteur quand même bien huilé, où les choses fonctionnaient, puis on était comme à la hauteur là, de la politique québécoise dans l'ère Charest, et un autre candidat qui était quand même président de la Fédération du regroupement des chambres de commerce du Québec, qui est quand même branché un peu partout au Québec. Comment tu te sens? Ben, moi, je me sens très bien pour les raisons bien simples. C'est parce qu'il faut un renouveau au Parti libéral du Québec. Puis, lorsque j'ai eu mes premières entrevues, c'est ça qu'on me demandait. Est-ce que tu as peur? Moi, je disais non. Pourquoi? Puis encore aujourd'hui, pourquoi? Parce que c'est ce que le parti a besoin. Puis c'est pour ça que je me présente. Le parti en a besoin, puis c'est pas quelque chose que je vois intimidant ou que j'ai peur. Au contraire, c'est une occasion de faire valoir mes idées. D'ailleurs, il y a des débats qui ont commencé. Il y en a eu deux qui ont eu lieu, un en français, un en anglais. Puis le premier débat mon introduction, j'ai commencé par la phrase « Je me sens comme David contre Goliath ». Mais c'est ça. Puis c'est très clair, puis je le nie pas. On s'entend là-dessus. Je me présente contre des politiciens de carrière. Faut pas se cacher, c'est des politiciens de carrière sous différents angles là, qui ont fait de la politique, comme les chambres de commerce. C'est une forme de politique aussi. C'est des politiciens de carrière. Moi, je suis pas un politicien de carrière, je veux faire de la politique autrement. Puis moi, je me présente, c'est pour améliorer le Québec. Puis je le crée fondamentalement. Puis il faut absolument quelqu'un qui comprend la réalité, puis comprend la réalité des entreprises aussi. On a une entreprise aujourd'hui, là, pour créer de la richesse, pour ramener le Québec sur la bonne voie, il faut revenir aux bases.
être capable de se loger, de se nourrir, puis d'être capable d'avoir aux soins de santé, moi, c'est la base de mon implication en politique, la base de me lancer en politique. Puis, si on veut y arriver, puis redonner du souffle aux entreprises, à la population, il faut enlever de la paperasse, de la bureaucratie aux entreprises qui étouffent les entreprises aujourd'hui puis qui empêchent le développement. Mm-hmm. Si on veut être capable de payer pour nos services publics, il faut recréer de la richesse, revoir des grands projets aujourd'hui pour être capable de payer pour nos services publics. On voit là, la société, le Québec est en train de tomber en faillite. Là. Il faut qu'il y ait un virage, puis il est urgent d'être fait. Là. Mm-hmm. Écoute, moi, je t'écoute, puis honnêtement, j'aime ce que j'entends dans le sens que, tu sais, à un moment donné, il faut faut observer ce qui se passe. Puis, quand tu vois le Parti libéral du Québec, qui est un parti qui existe depuis 1867, depuis la Confédération. Oui. Et qu'on fête les 150e, d'ailleurs. Là. Oui, on a fêté le 150e en 2017, effectivement. Et comment dire, c'est un parti qui a traversé le temps, un parti qui a su s'adapter, qui a eu aussi des passages à vide dans l'histoire, ça c'est vrai, mais qui a toujours su revenir et insuffler quelque chose de nouveau et de rafraîchissant pour l'économie, mais aussi pour la société d'une manière générale. Puis c'est vrai que, un peu comme disait George tantôt, 2018-2022, c'est un parti qui a connu 2 défaites historiques. La deuxième encore plus importante que celle d'avant. Et on observe effectivement une espèce de déconnexion, qu'il y a eu une déconnexion du Parti libéral du Québec avec le Québec des régions, le Québec francophone, le Québec profond aussi. Mm-hmm. Non, mais je le dis avec beaucoup d'intérêt justement pour ça. Et cette déconnexion-là, selon toi, elle vient d'où? Puis avant de te donner la parole pour répondre à elle vient d'où cette déconnexion-là, je veux juste préciser un peu, parce que moi, bien sûr, c'est un parti que je connais bien depuis le temps que j'y ai été impliqué et j'ai travaillé dans la politique, mais j'entends beaucoup de commentateurs dire le PLQ, c'est un parti de Montréalais, d'anglophones et d'immigrants. Or, ceux qui le connaissent de l'intérieur savent très bien que non, c'est pas vrai. C'est un parti... S'il y a bien un parti qui est absolument partout, qui a des ancrages partout, et je pense que tu es honnêtement la meilleure représentation de ça, puis je dis pas que tu es le meilleur candidat, moi je suis neutre là-dedans, là, OK? Mais tu as la meilleure représentation parce que, justement, tu viens de région, on parle souvent de faire la connexion entre le monde rural et urbain. Et donc, tu es là, mais toi, maintenant, de ta perspective, je veux t'entendre, là, elle est où la déconnexion? Elle s'est faite où? À quel moment, à ton avis? Ou c'est quoi l'élément qui a fait que ça a déconnecté un peu entre l'électorat québécois et le Parti libéral du Québec? Mais à quel moment? Je dirais que c'était... Je suis entièrement d'accord d'abord là, sur le fait que la politique, c'est des cycles. Puis, on a vu là, dans les dernières années, il y a plusieurs événements qui nous sont arrivés où ce qu'on en est aujourd'hui. Les choses qui me viennent en tête, c'est la CAQ nous a promis le développement économique, nous a promis d'enlever la paperasse et nous a promis, dans le fond, ce que le Québec a besoin, mais n'ont pas rempli ses promesses. Puis, lorsqu'ils se sont présentés en 2017 pour la première fois qu'ils ont été élus, ils sont allés chercher l'ADQ aussi. Mm-hmm. Alors, ils sont allés chercher les régions avec ça. Fait qu'il y a une série d'événements qui a fait que la CAQ est allée chercher les régions. Puis, il y avait beaucoup d'espoir qui avait été mis sur la CAQ pour aller reconnecter, puis aller créer le développement économique, puis enlever de la surréglementation. Mais aujourd'hui, les résultats sont où? Les gens sont déçus. Les gens sont déçus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas livré les résultats qu'ils avaient dit qu'ils allaient livrer. Mais pourquoi les gens étaient déçus du PLQ au point de voter pour la CAQ? Au-delà des promesses de la CAQ, parce que finalement, on ne peut pas dire que le PLQ ne connaissait pas les enjeux du Québec non plus. Il les connaissait. Bon, il était là au pouvoir depuis un certain temps, on s'entend. Bon, il y a toujours une fatigue, mais au-delà de la fatigue, parce qu'il y a une différence entre perdre des élections en raison de la fatigue
puis de se retrouver avec 19 députés. Là, oui. Comme j'ai dit, il y avait eu un cycle qui... Jean Charest avait été au pouvoir pendant plusieurs années, où il y a eu 2 ans avec Pauline Marois. Mais lorsque Philippe Couillard est arrivé, il n'y a pas eu longtemps de PQ. Fait qu'il y a eu un cycle. Puis, comme je disais, la CAQ est arrivée avec le développement économique beaucoup. Puis elle est allée chercher les régions avec l'ADQ beaucoup. Donc, il n'y a pas eu de déconnexion, c'est ça que tu dis finalement. Y a pas eu c'est juste que la CAQ s'est bien positionnée, mais est-ce que tu essayes de dire qu'il n'y a pas vraiment eu de déconnexion entre le PLQ et l'électorat québécois en région? Avec les années, là, ça s'est perdu. Puis ça vient beaucoup par le leadership du chef. L'élection est arrivée, puis les enlignements qui ont été faits n'ont pas été apprécié, puis la CAQ a pris le champ libre. Puis là, depuis ces années-là, ça a laissé le champ libre à la CAQ. Puis là, aujourd'hui, il faut aller reconquérir chacune des régions. Puis, il faut amener des propositions concrètes que la population a besoin aujourd'hui. Puis comme je disais, le développement économique, il faut absolument enlever de la surréglementation qui étouffe les entreprises, mais il faut quelqu'un qui comprenne puis qui connaisse le domaine. J'ai une entreprise, là, je sais exactement c'est quoi qui se passe. Là. Aujourd'hui, pour faire un projet, là, c'est 1 an, 2 ans pour juste avoir des autorisations. Là, on n'est même pas à avoir débuté là, avec la pile mécanique. Là. Juste des autorisations. Puis, on ajoute toujours de la réglementation sans jamais en enlever. Puis aujourd'hui, il faut absolument revoir ça. C'est pour ça, moi, que je propose, comme j'ai proposé, là, comme j'ai discuté il y a quelques semaines, un ministère de la déréglementation qui va faire 2 choses. Qui va l'enlever, puis qui va coordonner la réglementation entre les différents paliers de gouvernement. Parce que aujourd'hui, il y a de la réglementation au niveau des MRC, des municipalités, du provincial, du fédéral, puis dans certains domaines, il y en a dans tous les paliers de gouvernement. Puis là, pour avoir une autorisation, il faut passer par 1, puis 2, puis 3 paliers de gouvernement, alors que c'est la même chose qu'on a besoin. Puis chacun traite des fois la même chose. Il y a un dédoublement de responsabilités qui fait que ça bloque les projets ou ça met des délais tellement énormes qui empêchent le développement. Donc là, je parle des grands projets. On peut parler de logement aujourd'hui. Le logement, c'est quoi que le monde dise? Il faut absolument bâtir des logements. On a une pénurie. Les municipalités, les MRC le disent, même les gouvernements le disent. Mais c'est quoi le problème? C'est un problème de paperasse, de bureaucratie qui empêche le développement. C'est pas parce qu'on n'a pas un territoire pour les bâtir. C'est pas parce qu'on peut pas bâtir en hauteur. Il faut bâtir en hauteur pour réduire de s'étaler sur les terres agricoles. Les agriculteurs, c'est une loi qu'il faut protéger. Mais il faut absolument s'asseoir tout ensemble puis réduire la surréglementation. Et je vais faire juste une petite blague avant de te laisser. Dans le fond, Mario, Elon Musk s'en vient avec toi. Non, c'était bien sûr une boutade, mais je comprends que la nécessité d'enlever de la réglementation puis de la paperasse, ça c'est sûr. C'est des choses qui me sont dites des fois, mais c'est des choses qui sont planifiées puis qui sont travaillées depuis des années. Absolument. Alors c'est vrai qu'il y a une certaine coïncidence. Mais c'est vrai qu'on en parle depuis longtemps. Puis, absolument. Mais excuse-moi, je veux juste dire quelque chose parce que c'est super pertinent avec ce que tu dis. Moi, je trouve ça super rafraîchissant d'entendre quelqu'un, déjà à la base, lorsqu'il fait l'analyse politique du PLQ, ne la fait pas de la même manière dont les gens du PLQ, justement de la région de Montréal, pourraient voir. Les gens de la région de Montréal, ils sont des juste déconnexions avec l'électorat. Puis tu sais, je t'ai posé la question 2-3 fois, puis toi, tu la voyais d'un angle différent. C'est genre, proposons aux gens des choses qui répondent à leurs attentes. Arrêtons de rester dans cette espèce de théorie, de ce nuage-là de déconnexion, pas déconnexion. Il n'y a pas de déconnexion. C'est juste que si tu n'es pas capable d'offrir aux gens la solution à leurs problèmes, ben, ils ne sont pas attirés par toi. C'est exactement ça. Puis il faut avoir une proposition claire. Puis comme j'ai dit dès le départ, ça part du leadership du prochain chef. Ça part du leadership du prochain chef parce que
la population va voir ça, puis ils vont dire, est-ce qu'on embarque ou on n'embarque pas? Si c'est rafraîchissant, si ça les emballe, ils vont embarquer, puis la population va suivre. On n'a pas à s'inquiéter de ça, la population va suivre dans toutes les régions. Mais d'ailleurs, ça m'amène à te poser la question, puis on parlait un peu avant de commencer d'enregistrer. Et évidemment, on veut écouter tes idées, mais c'est un cours sur leadership du parti quand même, puis il y a des membres. Et moi, la question que je me pose depuis, évidemment, en 2018, encore plus 2022, et je me réfère évidemment aux défaites, et surtout maintenant, lors de cette période-là où on voit la course à la chefferie, et plus maintenant, parce que jusqu'à aujourd'hui ou jusqu'à une semaine, tout était éclipsé par ce qui se produisait au fédéral. Mm-hmm. Donc là, il y a eu les débats. On a vu un peu les gens. Moi, j'étais au débat en français la semaine passée à Laval. Tu vois les gens, comment ils réagissent, etc. Puis je vois, ayant vu tout ce développement-là, puis je comprends ce que Salim voulait te demander. Qu'est-ce qui s'est produit? Où est-ce qu'on a vu cette déconnexion-là? Et c'est sûr qu'en ville, on a une perception beaucoup différente qu'en région. Et regardant et voyant comment cette campagne-là se développe, moi, je me pose pratiquement à tous les jours cette même question. On voit des propositions de tous les candidats. On voit un peu comment le parti et les députés qui siègent réagissent aux différentes nouvelles, etc. Et je me pose toujours la question, est-ce que les membres du parti sont pas un peu perdus entre la nécessité de gagner et la nécessité de reconstruire un parti pour qu'on puisse avoir des fondations qui vont durer dans le temps. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de misère à voir, en général. Et je ne sais pas si c'est un terrain où les candidats ne veulent pas vraiment rentrer, mais j'ai beaucoup de misère parce que, sans vouloir critiquer nos membres, j'ai l'impression qu'on n'a pas encore compris que pour gagner, on peut gagner, on peut rentrer, le timing peut être parfait et on peut avoir le parfait candidat dans des circonstances parfaites où il y a une montée, etc. Puis il peut avoir une formule gagnante pour le Parti libéral du Québec. Mais le but, est-ce que c'est de, à tout coup, arriver au pouvoir ou de prendre cette opportunité qu'on a et de s'assurer que le parti revienne avec ce moteur bien huilé, comme on a dit tantôt. Et j'ai l'impression, puis je veux t'entendre là-dessus, j'ai l'impression qu'on manque un peu la cible là-dessus. On est tellement concentré à qui va nous amener à la victoire et qui est-ce qu'on a besoin absolument d'avoir pour gagner. Let's go, go, go. Et on est en train toujours de fermer les yeux à ce qui se passe derrière le rideau, qui est le parti. Un membership qui n'est pas trop fort, un financement qui n'est pas fort, pas beaucoup d'appréciation encore dans les régions, difficulté, comme Salim disait, à reconnecter avec cette base-là. Je pense que c'est des éléments quand même cruciaux. Oui, il y a plusieurs paliers à cet aspect-là. C'est sûr que du point de vue des personnes qui sont déjà assis confortablement, ça peut être plus confortable de dire « OK, j'appuie, mettons, Pablo Rodriguez, puis j'espère de... continuer d'être élu dans mon comté. Il faut le voir d'un point de vue global. Quand je me promène, parce que là, si on vous voyez, je vais me revenir au début de la course. Moi, je me suis lancé au début de la course lorsque le signal a été donné, le 16 janvier. Dans mon village, à Saint-Jules-de-Beauce, d'ailleurs, il y en a qui m'ont dit « Comment ça dans mon village? » Parce que moi, je suis fier de ma région. Puis ça part d'abord et avant tout par représenter notre région, représenter les personnes qui nous sont chères de notre région. Puis après ça, c'est là qu'on va être capable de représenter bien la population du Québec en général. Bon. Ceci dit, depuis des mois, moi, je me promène sur le terrain. On fait du porte-à-porte. Pas juste moi, des gens autour de moi qui font du porte-à-porte aussi. Puis on va rencontrer les gens. C'est quoi qu'on se fait dire? Les autres candidats ne lèvent pas d'intérêt. Dans les régions, ça passe pas. Ça passe pas. Il faut. Mais ils disent, si c'est toi, par contre, j'embarque. Pourquoi c'est ça? C'est parce qu'ils voient quelqu'un qui les comprenne, qui va être capable de rallier Montréal à ces régions. Puis c'est ça qu'il faut. Puis il faut que les militants le savent, puis il faut que ça soit clair dans l'esprit des gens. Pour aller... Oui, je le dis, il faut aller chercher le pouvoir, mais aller chercher le pouvoir, il faut que ça soit fondé sur la réalité. La réalité aujourd'hui... Le Parti libéral est élu à Montréal.
si on va aller chercher les régions, ça prend quelqu'un qui va les comprendre puis qui va être capable de rallier les deux. Ça nous prend quelqu'un aussi qui comprend l'économie. Dans le contexte aujourd'hui là, mondial, on est en guerre tarifaire, là, on ne se le cachera pas, là, c'est l'enjeu principal. C'est une question de souveraineté. Moi, je suis économiste, fait que c'est une carte très forte que je peux amener aussi. Fait que ça nous prend quelqu'un qui comprend les régions et qui va les défendre. Puis il y a la carte économique aussi. Étant économiste, je comprends comment que ça se passe, puis il faut absolument amener des propositions claires pour le futur. On est en guerre commerciale avec les États-Unis. Notre souveraineté, la souveraineté du Canada, n'a jamais été autant menacée. Trump, il l'a dit clairement, il veut aller chercher notre souveraineté en nous affaiblissant. Puis là, avec la dernière élection fédérale, là, c'est l'Alberta qui dit, là, si vous ne collaborez pas, on va mettre l'enjeu de la souveraineté en jeu. La souveraineté de l'Alberta, on n'a jamais vu ça. Alors, lorsque Pablo Rodriguez s'en vient, laisse le bateau lorsqu'il est en train de couler, puis s'en vient au provincial, à la chefferie du Parti libéral provincial, le Québécois moyen de toutes les régions regarde ça, puis ils disent, on n'est pas intéressé à voir continuer ça. Ça fait de continuer là, des 10 ans qu'on a eu des dernières années. Là. Il nous faut un changement. S'il n'y a pas de changement-là, là, ça ne détourne même pas les regards. Là. Ils ne veulent même pas embarquer. Puis là, c'est quoi que ça fait? Ben là, il y a le PQ qui représente un certain renouveau. Fait que les gens sont prêts à se boucher le nez pour aller au PQ. Se boucher le nez, quand je dis se boucher le nez face à la souveraineté, parce qu'on le sait, la souveraineté n'est pas quelque chose qui est recherché par la majorité de la population. Alors, il faut absolument que le Parti libéral du Québec se renouvelle, puis amène des propositions concrètes. Puis pour en revenir avec l'économie, on a une opportunité énorme, le Parti libéral du Québec. Il faut la saisir absolument. Puis quand je dis une opportunité, un grand risque. Le Parti libéral de Mark Carney, qui a été élu aux dernières élections, a proposé un corridor énergétique. Mm-hmm. Il faut que le Québec dise oui, c'est une question de souveraineté canadienne, d'unité canadienne. Là. C'est pas là, on change de contexte complètement. Là. Alors, c'est une question de souveraineté canadienne, unité canadienne à l'intérieur du pays, puis de souveraineté canadienne face aux États-Unis. Alors, c'est tous dans ce contexte-là que je dis, avec le renouveau, avec quelqu'un qui comprend l'économie, avec les cartes que je suis capable d'amener, on va être capable de renouveler le parti, on va être capable d'amener la victoire au Parti libéral du Québec, puis de contrer le PQ, puis de contrer les menaces à notre souveraineté. Écoute, je t'entends, puis il y a des choses qui, pour moi, sont de la musique à mes oreilles. Question pour toi. Tu sais, quand tu dis rapprocher Montréal des régions, les régions de Montréal, etc., là, je pense que tous les candidats aimeraient ça parce que je crois même que la philosophie libérale à la base, là, c'est qu'il n'y a pas plusieurs Québec. Il y a un seul Québec qui est constitué de divers éléments. Là, mais voilà. Donc d'abord, comment tu rapproches Montréal et les régions et vice-versa? Et aussi, est-ce que connaître la réalité des régions, comme tu le prétends, en Beauce, est-ce que c'est la même chose qu'en Abitibi, en Gaspésie, en Outaouais, en Estrie? Est-ce que... Parce que tu sais, même les régions, elles sont pas toutes pareilles, elles n'ont pas les mêmes besoins. Ça peut être parfois un peu même contradictoire. Les intérêts peuvent être même parfois contradictoires. Donc voilà, c'est deux questions en une, là. Oui. Pour ce qui est de la différence entre chacune des régions, absolument. Puis quand je dis aller chercher les régions, c'est pour mettre en contexte le contexte politique d'aujourd'hui parce que c'est Montréal. Puis en plus, la CAQ qui a joué cette carte-là, c'est Montréal contre les régions ou c'est les régions contre Montréal, un ou l'autre. Là, il faut absolument changer de dynamique. Puis, moi, j'ai toujours eu la valeur profonde de défendre chacun des Québécois, chacune des Québécoises à part égale. Chacune des personnes qui vivent au Québec se doivent d'être défendues, peu importe où ils sont, peu importe leur origine, peu importe leur langue. Moi, pour ma part, là, c'est une valeur fondamentale. Puis,
sais, c'est ce que je veux amener au Parti libéral. Est-ce que, je suis désolé de t'interrompre, puisqu'on parle de développement économique régional, est-ce que c'est difficile de promouvoir des politiques publiques de développement économique régional alors que tes moteurs économiques sont dans les grandes villes? Et je pense que c'est ça la question de Salim. Comment on peut faire pour promouvoir un développement économique dans les régions sans dire aux Montréalais, par exemple, que on s'en fout de vous, là. Vous êtes toujours important, mais on doit s'occuper, je sais pas, de la Beauce, où on a des opportunités dans le nord du Québec, ou en Outaouais, ou whatever, tu sais. Comment est-ce qu'on fait? Ben, moi, pour ma part, il est clair que pour être fort, il faut unir chacune des régions. C'est là où j'allais. Pour être fort puis pour se développer, il faut que chacune des régions, puis là, je comprends Montréal aussi, là, chacune des régions puisse collaborer une avec les autres. Il faut arrêter cette division-là que la CAQ a créée des régions contre Montréal, puis que le contexte politique accentue aussi parce qu'ils sont carrément à l'opposition. Là. Fait que c'est l'opposition qui est à Montréal, puis c'est les régions qui sont au pouvoir. Puis faut absolument briser ce cycle-là, puis amener tout le monde ensemble. Puis le Parti libéral du Québec a cette opportunité-là. Ils sont élus à Montréal. S'il y a quelqu'un qui est capable de comprendre puis d'amener les régions, on va être capable d'unir. Puis c'est là qu'on va être fort. C'est là qu'on va être fort parce qu'on va être capable de tous travailler ensemble. Puis chacune, comme tu dis, chacune des régions ont leur réalité. Puis une des choses que je veux apporter, que je veux mettre de l'avant, parce qu'on a parlé de justice sociale, puis c'est les valeurs profondes, le système de santé, l'accès aux soins de santé. Là, ça va bien ces jours-ci, non, la santé? C'est quelque chose qui est criant. Criant là, dans chacune des régions. Puis plus qu'on s'éloigne, quand on parle de régions éloignées, là, plus l'accès aux soins est mis en péril aujourd'hui. Aujourd'hui, là, c'est clair, c'est soit qu'on a le soin de santé en payant aujourd'hui, ou qu'on accepte d'attendre, puis qu'on l'a dans 1 an, 2 ans, puis qu'on ne sait pas quand on va l'avoir. Là. C'est carrément là, une question de survie de notre système d'assurance maladie qui est en péril. Moi, je me suis présenté une des valeurs profondes, c'est de ramener l'accès aux soins de santé. Puis comment qu'on va y arriver? C'est en sauvant notre système d'assurance maladie, en ramenant notre personnel au niveau du système public, parce qu'il est en train de le déserter. Puis là, le contexte global là, est majeur. Là. Le personnel le quitte. Les cas les plus graves sont rendus traités par le système public. Alors, c'est un cercle vicieux. Là. Le personnel quitte parce que les conditions deviennent difficiles. Après ça, les conditions difficiles, le personnel quitte encore plus. Fait que là, les personnes s'en vont au privé parce que les conditions sont meilleures. C'est comprenable. Là. C'est normalement du 8 à 5, puis des conditions meilleures. Fait que si on n'arrête pas la privatisation de ce système-là, on va carrément le perdre. Puis aujourd'hui, il y a des gens là que pour avoir accès aux soins de santé, il faut qu'ils payent, puis ils n'ont pas l'argent. Là. Fait que si on laisse aller, on va revenir comme dans les années antérieures, où est-ce que c'était soit que tu acceptais de payer pour avoir ton soin de santé ou c'était une question de nourriture, de logement. Là. Il faut absolument sauver ce système-là. Puis moi, je suis le seul dans la course qui le dit très clairement. Il faut leur ramener notre personnel au système public. Puis même le Collège des médecins lui-même le dit. Puis la CAQ refuse de le faire. Puis ils le disent très clairement, c'est une question de courage politique. Il va falloir que quelqu'un arrive puis le fasse. Puis moi, je suis le seul dans la course qui veut le faire. Mais alors, là-dessus, toi, tu ne serais pas d'accord à ce que le privé vienne soutenir le public, mais attention, c'est-à-dire toujours par l'utilisation de la carte maladie. C'est-à-dire que personne ne va payer de sa poche, mais il y aurait des actes qui seraient offerts par le privé parce que en fait, le privé viendrait soutenir le public. C'est un peu le modèle que certains ont poussé. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça? Ou alors, est-ce que littéralement, il faudrait qu'on mette de côté le privé complètement? Ce que tu amènes là, c'est une chose qui est très importante à être compris.
Parce que les gens, ils disent, ben là, on peut utiliser notre carte d'assurance maladie, puis c'est privé. C'est payé. Fait que tout le monde a accès aux soins. Moi, je dis, attention, c'est un passement qui est utilisé, pour utiliser une image dans la santé, c'est un passement qui est utilisé pour garder l'accès aux soins, mais à court, moyen, long terme. C'est quoi que ça va faire? La société ne sera plus capable de soutenir, parce que la différence entre le privé et le public est très claire. Le privé fait un profit sur le soin de santé. Alors, aujourd'hui, on peut être capable, mais on le voit, là, ça va vite. Là. L'augmentation du privé va à vitesse grand V. Puis, on peut présenter notre carte pour avoir accès aux soins. C'est une question d'être capable de payer pour nos soins à long terme. Bien sûr qu'aujourd'hui, je suis d'accord à faire le passage puis que les gens aient accès aux soins, mais ça aurait été supposé d'être un passement, pas être utilisé à long terme. Donc fondamentalement, excuse-moi, je vais juste aller un peu plus loin là-dessus. Donc, fondamentalement, c'est que toi, tu aimerais ça qu'il y ait un système complètement public, mais fonctionnel. Exact. Plutôt qu'il soit appuyé sur du privé. T'es pas nécessairement contre dans la situation actuelle, mais je vais juste te challenger un petit peu sur la question. Tu sais, quand tu dis le privé fait des profits là-dessus, la réalité, Mario, c'est que les médecins qui œuvrent dans le public sont déjà du privé parce qu'ils sont incorporés. C'est ça. Donc, quelque part, c'est déjà du privé. Donc, et puis, les actes qui sont faits au privé, mais pour lesquels tu peux utiliser ta carte d'assurance maladie, sont, le coût de le prix de ces actes-là est fixé par le gouvernement, par la régie de l'assurance maladie. Donc, il n'y a pas de risque de débordement. La seule chose que j'ai l'impression que ceux qui prônent un peu la place, un peu plus de place du privé dans le système de la RAMQ, dans le giron de la RAMQ, c'est ceux qui disent regarde, il y a certaines cliniques où ils ont encore de la capacité, or ça déborde de tous bords, tous côtés, dans les urgences, dans les GMF, dans les cliniques de médecins de famille, par exemple. Mais il y en a de la place dans le privé. On peut-tu envoyer des gens qui sont en train d'attendre sur des civières quelque part au privé, là où il y a de la place, non pas pour qu'ils payent de leur poche, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de leur donner les soins qu'ils sont en train d'attendre. Et que le médecin dans la clinique privée puisse facturer, non pas ce qu'il veut, mais l'acte tel qu'il a été déterminé par la régie de l'assurance maladie. Mais d'ailleurs, s'il trouve qu'il n'est pas assez bien payé, il la fera juste pas, là, tu sais. Mm-hmm. On s'entend sur tout ce qui a été amené. On s'entend, mais il faut ramener sur les propositions concrètes de base. Cette affaire-là, on s'entend, il faut que les soins soient donnés puis le plus rapidement possible. Ceci dit, cette pratique-là, il faut qu'elle soit transitoire. Il faut que le système public fonctionne pour être capable, à long terme, de le régler. Ouais. Puis pour le régler, ce que je propose, c'est que justement, les médecins deviennent employés de l'État. Parce que de base, c'est la brèche qui a été faite lorsque le système a été créé sous Robert Bourassa. C'est la brèche qui a été faite. C'est une sorte de compromis qui a été fait pour faire passer puis avancer pour avoir notre système d'assurance maladie gratuit et universel pour tout le monde. Il faut régler cette brèche-là. Une fois ça réglé, après ça, on va être capable d'avoir, là, dans le fond, c'est la base. C'est la base, il faut que ça soit réglé. Après ça, ce que vous dites sur la question des cliniques privées, les cliniques privées peuvent donner des services, il faut qu'ils redeviennent publics. Il faut ramener notre système entièrement public, mais pour ça, il faut qu'il fonctionne. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir une certaine transition. Mais la base, c'est clairement que les médecins doivent devenir employés de l'État. Bon, alors je retiens de ton propos, c'est que pour toi, le système de santé, s'il se repose sur des éléments externes, il ne sera jamais assez fort lui-même. Il faudrait qu'à terme, on puisse enlever ça.
bon, pour rendre des médecins incorporés des employés de l'État, ça, j'ai envie de te dire bonne chance, mais regarde, si tu y arrives, ce serait extraordinaire. Mais honnêtement, ça va être assez compliqué. Mais t'as pas peur que le Premier ministre Mario Roy voit des médecins commencer à partir du système public pour s'en aller vers le privé en raison du fait que les médecins ne souhaiteraient pas devenir des employés de l'État? Ben, c'est pour ça que je dis il faut les ramener dans le public. Il faut que tous les docteurs reviennent dans le public. Ils n'auraient pas le choix, dans le fond. C'est exactement ça. Fait que là, ils disent, aujourd'hui, le gouvernement, ils disent qu'il faut vous rester 5 ans. Pourquoi pas 10 ans? Pourquoi pas 15 ans? Tu sais, il y a un petit pas qui a été fait qui est certes très bien, mais il faut s'attaquer au cœur du problème. Il faut garder notre système public. Puis, pour revenir à la base, c'est soit ça ou on vient comme les États-Unis puis on laisse tomber notre système. Je comprends, mais je veux pas t'emmener sur un terrain trop philosophique, mais est-ce que c'est pas un peu dichotomique avec l'esprit un peu libéral ou, tu sais, de liberté individuelle au sens économique du terme, bien sûr, où, tu sais, forcer un médecin à être ton employé, c'est-à-dire l'employé de l'État, dans le sens... à la limite, si tu me dis... Si tu décides d'aller dans le privé, tu as 0 subvention whatsoever. Quand je dis subvention, excuse-moi, c'est pas le bon terme. Mais c'est-à-dire, tu pourrais pas faire affaire avec la RAMQ du tout. Je peux le comprendre. Mais c'est-à-dire que dire qu'au Québec, un médecin pourrait pas juste tout simplement avoir sa propre clinique, son propre cabinet. Et il y a comme quelque chose où on empêche l'entrepreneuriat, si tu veux. Et je veux pas rendre ça genre économique parce que c'est pas censé être une business. Ben, c'est exactement ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quelqu'un qui voudrait avoir une clinique privée devrait pouvoir avoir une clinique privée, je crois. Mais moi, je vais dire un peu... de base. Juste pour un peu rajouter là-dessus, la façon que... je suis loin d'être un expert, moi, en service de santé, là. Mais pour moi, c'est une question d'accessibilité. Si j'ai besoin d'une opération à mon genou, que j'aille à l'hôpital public ou à une clinique qui va facturer le gouvernement va payer anyway. Si je rentre à l'hôpital, ça va coûter de l'argent au gouvernement. Si je m'en vais à une clinique, ben l'hôpital, le gouvernement va payer la clinique. Donc, l'argent est déboursé, que ce soit au public ou à une clinique privée. Donc, moi, c'est une question d'accessibilité. Au lieu d'attendre 3 ans que le gouvernement me paye mon opération à mon genou, ben, je vais aller à ma clinique et le gouvernement va la payer anyway, cette opération-là. So, c'est juste ça, c'est ce modèle-là que dans ma tête à moi, ça a beaucoup de sens. Et je ne sais pas pourquoi on ne peut pas arriver dans un contexte où les deux puissent fonctionner un peu ensemble. Ceci dit, évidemment, le problème dans nos hôpitaux, puis on le voit ces jours-ci à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, puis c'est pas le seul. Hein, il y en a plein d'hôpitaux où les investissements du gouvernement aux installations médicales, il n'est pas là. Donc, c'est peut-être ça le problème. Mais je suis d'accord avec Salih. Moi, j'ai toujours été de l'avis que le privé peut exister dans le public, en autant que le public ne perd pas de financement, dans le sens où la clinique privée fait beaucoup plus de sens parce que je ne vais pas aller mourir dans l'hôpital. Je vais aller, tu comprends? Oui, absolument. Si on se fie, là, mettons, dans les 20 dernières années, là, si on recule de 20 ans, il n'y avait pas de clinique privée. Aujourd'hui, ou à peu près, là, aujourd'hui, on est rendu à au-dessus de 70. Fait que, à un moment donné, c'est une question de choix de société. Puis, quand on se dit, le Parti libéral prône le choix de société, le libéralisme, tout ça, c'est le Parti libéral qui a créé le système d'assurance maladie. Alors, je suis entièrement d'accord, à 100%, c'est une question d'accessibilité. Mais il ne faut pas qu'il y ait de profit qui soit fait sur les soins. Sinon, le gouvernement ne sera pas capable de payer à long terme. Fait que, puis après ça, on s'assoit avec les médecins, on s'assoit avec le système de santé, puis on regarde comment, structurément, là, comment on peut protéger notre système d'assurance maladie, s'assurer que tout le monde a accès aux soins, puis éviter l'augmentation des frais pour le gouvernement. Puis à long terme, tout le monde va être gagnant.
Je veux un peu revenir en arrière. Tu as mentionné le corridor énergétique et nous ici sur le podcast, je ne sais pas pour ça mais moi j'ai toujours été favorable à... Ben oui, moi aussi. Voilà. Les pipelines, puis j'ai toujours amené l'argument de la pauvre Alberta qui veut amener son produit en marché. Et au lieu de traverser... La pauvre Alberta, ça, moi, j'ai pas dit ça. Non, ça, c'est plus moi. Alors, on essaie quand même de regarder les choses de façon objective. On a une province qui essaie, la pauvre, d'amener son produit en marché. Puis, de notre côté, on lui dit que c'est un produit sale. On n'en veut rien savoir, mais... Elle a eu un pipeline à 50 milliards sur le côté ouest. Oui, est-ce que ça fonctionne pleinement? Ça, si ça fonctionne pas, c'est pas le problème du gouvernement fédéral, ça. Là, ouais. C'est peut-être parce qu'il n'y a personne pour l'acheter, ce pétrole-là. Non, mais à l'argument... Là, tu es en train de donner des arguments à ceux avec qui tu n'es pas d'accord d'habitude. Non, mais c'est intéressant parce qu'on a eu Dimitri Soudas il y a plusieurs semaines, un conservateur quand même connu, qui disait, tu sais, le produit sale auquel se réfère M. Legault, ça existe au Québec, sauf que ça fait un grand détour puis ça arrive des États-Unis. Donc, pourquoi ne pas en profiter et garder l'argent au Canada? Peut-être un gars de région, peut-être en ville, il y a une mentalité différente, mais cette patente-là d'accessibilité, d'acceptabilité sociale là, qu'on joue, c'est comme la carte... Cette patente, j'adore ça. Non, mais c'est comme la carte cachée, c'est le joker qu'on sort, l'acceptabilité sociale. C'est quoi derrière ça? C'est qui évalue? On lance ça comme si c'est comme une porte de sortie. On veut éviter les arguments de tous les bords. Et je me demande, en région, comment est-ce qu'on voit ça? En termes d'énergie, les pipelines, le gaz naturel, évidemment, au Saguenay, on sait comment ils pensent, eux autres. On vient de leur fermer la porte en plein visage. Mais tu fais la tournée des régions du Québec. En région, c'est quoi le feeling de cette stratégie énergétique-là, des pipelines en général, et d'aider les autres provinces de faciliter un peu ce passage-là pour que tout le monde en profite? Il y a plusieurs paliers, là. Premièrement, j'ai été très, très surpris dans la tournée des régions de voir à quel point la population dans les régions puis la population à Montréal, parce que là, tu as mentionné la différence entre les deux, avait des mentalités très semblables. OK. Puis j'ai été très surpris. Parce que moi, là, ce que je dis, très clair, il faut produire, transformer, consommer ici. Puis c'est ça, protéger l'environnement. Tout le monde embarque. Tout le monde embarque parce que il y a une ironie, pour utiliser des beaux mots, flagrante aujourd'hui, où est-ce qu'on a besoin de pétrole? On a besoin, là. Bien sûr que tout le monde veut le réduire, puis moi le premier, là, réduisons-le au maximum, mais on en a besoin. Tout ce qui est produit, tout ce qui est consommé ici, se doit d'être produit ici au maximum. Là, il est disponible en Alberta. GNL Québec, moi, j'ai été très clair. Les projets se doivent d'être remis en marche dès mon arrivée au pouvoir. Je m'engage à le faire. J'ai été très clair. Il y en a qui disent il faut que ça soit remis. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas de promoteur. Il faut qu'il y ait un leadership au niveau provincial. Après ça, on va regarder c'est quoi qui est proposé. Mais il faut que ça soit fait. Pourquoi? Pour produire, transformer, consommer ici. C'est la base de la protection de l'environnement. Réduire le transport. On a des technologies énormément meilleures que de bien d'autres pays. Puis, fondamentalement, on va arrêter d'envoyer notre argent ailleurs. On va le garder ici. Puis on peut exploiter nos surplus, fait qu'on va s'enrichir. On est gagnant sur toute la ligne. Fait que c'est la question d'accessibilité sociale. Ça prend un leadership qui va amener clairement une vision de protection de l'environnement, puis qui est basée sur la production locale. C'est clair. C'est clair pour moi là, qu'il faut que ça vienne du leadership, du provincial, du premier ministre. Puis la population va suivre, puis quand on se promène sur le terrain, ça suit. C'est intéressant d'avoir quelqu'un des régions, parce qu'on avait Salim, le ministre de l'Environnement, M. Guilbeault, qui nous disait que selon les études, en 10 ans, on n'aurait même pas besoin. Le besoin, il sera
plus là pour avoir ce type d'énergie. Et donc, c'est pour ça qu'il faut investir ailleurs, dont l'électrification, etc. Alors, je ferai pas ni la défense ni l'attaque sur ce que M. Guilbeault avait dit ici, mais juste pour être précis dans ce qu'il disait juste que entre le moment où la décision est prise, que toutes les études soient faites, que c'est construit, puis que c'est terminé, prêt à fonctionner, ça va mettre 10-12 ans, et que peut-être que d'ici 10-12 ans, la demande internationale pourrait être encore plus faible qu'elle ne l'est aujourd'hui, et finalement, on aurait construit ça pour rien. Donc, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais j'explique juste un peu c'était quoi ça. Oh, oui. Mais c'est ça, puis je voulais juste savoir un peu d'un gars sur le terrain, en région, parce que ça, je peux le comprendre. Mais notre réalité à nous en ville est beaucoup plus différente que celle des gens en région. Et je veux juste comprendre un peu le sentiment qui existe sur le terrain par rapport à cette philosophie-là. Je sais pas, j'ai pas vu l'étude, là. Je veux croire le ministre quand il dit que dans 10 ans, on sera ailleurs, donc ça vaut pas la peine de même commencer. Écoute, moi, honnêtement, en tout cas, je donne mon opinion là-dessus. Là. J'ai comme pas l'impression qu'il y a nécessairement un décalage, puis d'ailleurs, tu le dis, entre ce que les gens en région Montréal pensent. Tu peux avoir, malheureusement, dans toutes les sociétés, de l'idéologie où il y a des gens qui sont un peu bornés, boqués, un peu, soit sur « je suis complètement anti-corridor énergétique » ou ceux qui sont genre oh, « ah ouais, c'est le Far West », là, tu sais. Oui. Mais, tu sais, je pense que entre les deux, il y a possibilité de faire les choses de manière à la fois sécuritaire et avec un minimum d'impact sur l'environnement, parce que tout a un impact sur l'environnement. Exact. Donc, oui. Vas-y. Mais ce que j'allais dire, pour élaborer un peu, bien sûr que au moment où on autorise le projet, puis le projet, puis au moment où c'est mis en place, il y a toujours un délai. Mais juste pour donner l'image, là, l'électrification des transports, là, François Legault, il a essayé d'aller bien vite là-dedans. C'est quoi que ça a fait? Ça a tout détruit les bases qu'on s'était données pour construire. Ça se fait pas en un an, l'électrification. Ça se fait pas en un an, la transition. Ça se fait sur des années. Puis si on veut bien le faire, utilisons nos ressources. Puis pour revenir à la question, qu'est-ce que les gens en région, c'est quoi qu'ils pensent? Quand on se promène, ils disent, on a les ressources, pourquoi pas les utiliser? Mm-hmm. Très clairement. Mais alors, ça j'aime ça. Mais alors, je reste sur le sujet, mais sous un autre angle qui est bien plus politique. Mario Roy, premier ministre du Québec. Il a aussi cette responsabilité-là qui est un peu dans la relation fédérale-provinciale, mais aussi intergouvernementale canadienne, donc avec les autres provinces. T'es un fédéraliste, sinon tu ne serais pas au Parti libéral du Québec, ça c'est sûr. Convaincu et visiblement convaincant aussi. Alors, mais écoute, tu sais, il y a beaucoup de gens qui pourraient voir dans le fait qu'un premier ministre qui serait prêt à dire, vous savez quoi, on est prêt à ouvrir un corridor ici au Québec. Il y a des gens qui vont dire, c'est de l'aplaventrisme devant le fédéral. C'est ne pas mettre son pied à terre. Parce que souvent, malheureusement, dans certains milieux ultranationalistes, s'ils ne sont pas parfois indépendantistes, si tu ne mets pas ton veto, le veto du Québec, c'est que tu ne défends pas le Québec. C'est-à-dire que si tu mets pas... C'est le seul moment où ils mettent un non, là. c'est que si tu mets pas ton pied à terre, peu importe si c'est bon ou pour mauvais, il faut mettre non, parce que c'est comme ça qu'on se fait respecter. Il faut dire non. C'est comme un enfant de 2 ans, j'ai un enfant de 2 ans. C'est non, rien à faire, c'est comme ça. Est-ce que tu n'as pas peur un petit peu qu'on puisse te le reprocher, qu'on te dise, mais là, voyons donc, Mario, on va perdre une partie de l'électorat parce que là, ils vont se dire, Mario, il n'est pas assez nationaliste auprès du gouvernement fédéral, il défend pas les intérêts du Québec. La preuve, c'est que nous, on a toujours dit non, puis là, rendu là, il veut en laisser passer un de pipeline. Je comprends ce qui est amené, là, mais non, c'est pas quelque chose que j'ai peur. Du nationalisme québécois, c'est quoi? C'est de défendre les intérêts du Québec. Exact. Puis défendre les intérêts du Québec, c'est quoi qui va en lien
avec tous les intérêts du Québec, c'est quoi? C'est le développement économique, c'est de collaborer avec les autres provinces, c'est d'arrêter de prendre le pétrole des États-Unis puis de le prendre au Canada, c'est de développer le Canada plutôt que d'envoyer notre argent aux États-Unis. C'est tout ça. Le nationalisme québécois est supposé d'être dit, parce que là, c'est pas ce que la CAQ fait, là, mais ce qui est supposé d'être dit pour amener une collaboration, un engouement à développer le Québec puis à travailler tout ensemble. Merci. C'est pas de se mettre en... Le nationalisme québécois n'est pas supposé d'être un affront au reste du Canada. Le nationalisme québécois est supposé d'être dire très clairement, nous allons défendre les intérêts du Québec. Merci de le dire parce que... C'est très clair. C'est très clair pour moi. Merci de le dire parce que je suis tanné de le nationalisme comme si c'était quelque chose qui était contre ou que je sais pas là, mais merci de le dire aussi clairement. En fait, c'est le nationalisme de la réussite collective au Québec. Absolument. C'est pas un nationalisme où on est en train de monter les gens les uns contre les autres, Montréal contre les régions, les francophones contre les allophones, les anglophones, les ceci, les cela. On est effectivement un peu tanné de ces divisions-là. On veut un nationalisme où on pousse le Québec vers le haut. Exactement. Et moi, regarde, moi j'aime ça. Là. Écoute. Puis on se développe, puis on travaille tout ensemble, puis on s'aide. C'est tout ça. Puis moi, je suis fier Québécois, fier Canadien. Puis un ne vient pas sans l'autre. Puis il faut que ça soit dit très clairement. Puis comme j'ai dit tantôt, là, le gouvernement fédéral attend juste ça, qu'on collabore. Il attend juste ça. Il faut qu'on collabore. Puis moi, c'est des valeurs profondes que j'ai à l'intérieur de moi. Puis j'ai l'intention de le mettre de l'avant. Le temps file et je sais que tu es quand même quelqu'un d'occupé. Là, la date limite est passée pour les cartes de membres. Il reste un mois jusqu'à la fin de la campagne. C'est quoi la stratégie? On mise évidemment sur la mobilisation des membres. Il faut faire sortir le vote. Et comment qu'on fait pour s'assurer qu'on a la majorité des membres de notre bord? Alors, c'est la visibilité sur tous ces angles. Les débats, il nous reste 4 débats, un à Outaouais, un à Trois-Rivières, un à Québec, un à Rivière-du-Loup. Alors, on va couvrir large là, sur les débats à venir. Après ça, c'est la visibilité dans les médias. Ça nous a amené beaucoup les 2 premiers débats. C'est quoi qu'on dit? Mario Roy, on ne le connaissait pas, on apprend à le connaître, c'est quelqu'un de jeune, c'est rafraîchissant. C'est ça qu'on entend sur le terrain, puis c'est ça que j'entends des militants. Alors, il faut que ça continue. Il reste encore un mois, il y a du temps. Après ça, il faut parler aux militants, aller continuer de faire la tournée des régions, puis faire sortir le vote. Faire sortir le vote partout dans les régions. Moi, quand j'ai déposé mon bulletin de candidature officialisé, on est allé chercher plus de 700 membres. Puis majoritairement, dans ma région où je suis, Beauce, les régions autour, il faut que le vote sorte. Puis les gens sont enthousiastes dans les régions. Puis je suis convaincu, moi, que ça peut aller très, très loin. Là. Puis quand on va arriver en prochaines élections, on le voit, là, ça peut aller très, très loin. Puis ça va unir le Québec. George, je sens que, avec raison, puisque le temps file, je sens que tu allais arrêter ça, mais il y a quand même un aspect important à discuter. On l'a discuté avec tous les autres candidats, y compris ceux qui sont plus dans le décor, M. Coder, M. Beauchemin, sur l'identité. Parce que le Parti libéral du Québec, c'est souvent enfargé. Je ne sais pas trop pourquoi, parce que pour moi, c'est comme juste une évidence, mais dans les questions un peu identitaires où on est peut-être moins bon à passer le message. On a été au PLQ dans le passé assez bon à parler d'économie, etc., entre guillemets, les vraies affaires. Mais l'identité, M. Legault, c'est quelque chose qu'il a d'une certaine manière réussi, qu'il s'est approprié bizarrement, que le Parti québécois essaye de se réapproprier de nouveau. Et au PLQ, là, sur les questions là, d'utilisation des clauses dérogatoires, que ce soit pour la loi 21, pour la loi 96. Il y a un projet de loi 94 d'ailleurs encore là, qui s'en vient. Puis, tu te situes où là-dedans? Là? Alors, loi 21, commençons. Pour, contre? Moi, la loi 21, ça va trop loin. Il faut que ça soit révisé. La loi 96, la même chose.
Alors, je suis très clair, là. Il faut que ça soit révisé. Il y a des bonnes choses, mais il y a des choses qui vont trop loin. Tout à fait. Tu sais, quand on s'en va puis qu'on enlève le droit à l'emploi, quand on s'enlève le droit d'avoir juste un crucifix, ça enlève, ça ne mord pas, là. C'est de protéger les droits fondamentaux des Québécois. Les droits et libertés des Québécois. Des Québécois, on a des chartes. Il faut les protéger. Et les chartes qui, d'ailleurs, sont le reflet des valeurs du Québec. Et je suis content de t'entendre dire ça, Mario. Je vais te dire pourquoi je suis très content. Parce que souvent, on met en opposition Montréal et les régions. Et souvent, il y a des gens qui utilisent la question que ce soit de la laïcité, qui est une valeur fondamentale au Québec, la laïcité. Tout le monde est pour la laïcité au Québec. Mais tout le monde est pour la laïcité, mais au Québec, les gens sont contre la discrimination. Donc, quand ça va trop loin, ça veut dire qu'on est rendu dans un bout discriminatoire. Que ce soit sur les questions de la laïcité, mais aussi les questions linguistiques. Oui. Et autres, identitaires au sens plus large du terme, y compris notre rapport au Canada et tout. Et tu vois, il y a beaucoup de gens qui te disent ces lois-là de la CAQ sont super populaires en région. Comme si, en région, et je suis très fâché contre ceux qui le disent, puis c'est un sujet que j'aborde assez souvent avec le monde, comme si en région, les gens étaient moins tolérants. Comme si, tu sais, puis, et ça me met hors de moi parce que la réalité, il y a beaucoup plus d'ouverture à l'autre lorsque tu vas en région que quand tu es dans la grande région de Montréal. Je le dis, je vis dans la grande région de Montréal, mais par contre, je connais quand même assez bien le Québec. Je vais à peu près partout au Québec. Et l'ouverture d'esprit qu'il y a en région, je ne la vois pas dans la grande région de Montréal. Ça, je le dis franchement, je le dis sincèrement. Donc moi, tu t'enfarges pas, tu as donné ta réponse. Elle est claire, nette, précise, tu l'as dite en 5 secondes. Et que les autres candidats m'excusent, mais quand ils sont arrivés ici puis que je les ai questionnés sur la chose... ils essayent c'est pas clair. Moi, je te le dis, mais c'est pas clair dans le sens tu le sens le malaise. Moi, j'aime ça. Il n'y a pas de malaise. On assume ce qu'on dit, puis c'est ce que tu fais. Bravo. Ben merci. Puis la CAQ nous envoie dans un piège de un contre l'autre. Il faut se sortir de là. Merci. Puis il faut affirmer clairement nos valeurs, puis ce qu'on représente, puis la collaboration plutôt que la division. Là. On a fait le tour. J'ai toujours de la misère parce que je veux pas qu'on garde les gens. Puis tu sais, souvent, on veut garder les gens ici. On peut aller pendant des heures, là, tu sais, mais j'ai toujours ce sentiment que je m'excuse, tu sais, je vais pas vous retenir. Puis en tout cas. Non, on va arrêter. On n'est pas Fidel Castro, là. Puis, d'accord. Mario, un dernier message peut-être pour les membres, les militants libéraux qui vont écouter l'épisode. Comme on a dit, il y a un mois qui reste. Et ce qui est intéressant aussi, puis on discute souvent ça avec Salim, la stratégie est beaucoup plus différente cette fois-ci que la dernière campagne au leadership qu'on a vécue là, avec M. Couillard, M. Bachand à l'époque et M. Moreau. Les gens aujourd'hui, ou dans un mois, tu sais, c'est pas des délégations qu'il faut concentrer pour les mobiliser, pour aller voter dans un centre quelque part. Ils votent chez eux. Et c'est très important ça parce que il y a la vie qui peut changer, il y a des positionnements que tu peux prendre qui peuvent influencer les votes de qui que ce soit. Et dans le confort de chez eux, c'est pas parce que je suis dans la gang de Pablo que ça veut dire que je vais voter pour lui, parce que peut-être que l'autre fait plus de sens. Donc il y a tout ce jeu qui se joue en arrière-scène et qui peut venir aider des candidats peut-être un peu moins connus comme toi et M. Bélanger, par exemple. Ça va être intéressant de voir comment cette distribution de votes va se faire dans le confort du salon. Oui. Donc oui, un dernier message pour les militants libéraux. Ben, dernier message dans le confort de votre salon, là, lorsque ça va être le temps de voter, là, pensez au renouveau, pensez au changement, pensez à l'espoir, ce qui représente, ce qu'on a besoin, puis ce que je dois représenter aux prochaines élections, puis ce qui va nous amener la victoire, puis ce qui va nous amener le changement, puis ce que le Québec a réellement besoin aujourd'hui.
Un grand merci à toi, Mario. On a fini, à moins qu'il y ait un autre chef qui va se présenter. Un autre aspirant chef. Un grand merci à toi d'être venu sur le balado. On a beaucoup apprécié. Bonne chance pour la suite. Bonne chance pour la suite des choses. Puis on risque de se revoir. On va couvrir un peu plus cette campagne à la chefferie, alors que les autres engagements un peu politiques au fédéral, on a mis ça on est fini avec ça. Un grand merci à vous tous qui nous suivez, qui commentez, qui partagez le contenu. On vous apprécie énormément. Allez vous abonner sur notre chaîne YouTube, les réseaux sociaux et les plateformes audio. On vous voit très bientôt avec un tout nouvel épisode. Merci beaucoup tout le monde. Bye, au revoir. Merci.